Le soleil d'automne projetait de longues ombres sur le bus scolaire presque vide tandis qu'Ethan Parker vérifiait dans son rétroviseur. À 43 ans, il parcourait ce trajet à travers les rues tranquilles de Pine Creek, en Caroline du Nord, depuis près de 7 ans. Cette année a regardé les enfants grandir, pouce par pouce, saison après saison. « Bonjour, mademoiselle Emily », dit-il chaleureusement tandis qu'une petite silhouette en robe bleue montait les marches. Emily Matthews, 6 ans, avec des cheveux châtains qui rebondissaient habituellement à chaque pas, mais pas aujourd'hui. Ses mouvements étaient prudents, raides, chaque mouvement délibéré, comme si chaque pas lui causait de la douleur. « Bonjour, monsieur Parker », murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement du moteur. Le cœur d'Ethan se serra. Il avait élevé sa propre fille, Lily, maintenant à l'université. Quelque chose dans le calme d'Emily fit sursauter ses entrailles. La façon dont elle serrait son ventre visiblement gonflé. Les cernes sous ses yeux. La façon prudente dont elle s'assit sur le siège avant, grimaçant en s'asseyant. « Tu te sens bien aujourd'hui, ma chérie ?» demanda-t-il doucement en s'éloignant du trottoir. Les grands yeux bruns d'Emily rencontrèrent brièvement les siens dans le miroir, puis s'éloignèrent. « J'ai mal au ventre », admit-elle doucement. « Tu en as parlé à ta grand-mère ?» Ethan garda une voix calme. Emily hocha la tête. « Elle m'a donné des médicaments, mais ça fait toujours mal. » Ethan fronça les sourcils. Quelque chose clochait. Il avait déjà vu des enfants souffrir de maux de ventre au trop de bonbons, le stress avant un examen, mais là, c'était différent. Plus profond. Inquiétant. « Est-ce que ça fait longtemps que ça fait mal ?» a-t-il demandé. Un autre hochement de tête. Ses petits doigts agrippèrent le bord du siège. Il a dit, que tout le monde le comprend, murmura-t-elle presque pour elle-même. Le pouls d'Ethan s'accéléra. Qui a dit ça, Emily ? Ses yeux se remplirent de larmes. Je ne veux pas en parler, murmura-t-elle en regardant ses baskets usées aux lacets dépareillés, l'un bleu, l'autre blanc. L'instinct d'Ethan hurlait. À l'arrêt suivant, alors que 3 autres enfants montaient à bord, il prit une décision qui allait changer la vie de plus d'un. Il gara le bus sur le bord de la route et prit la radio. Centrale, ici le bus 17, dit-il d'une voix ferme malgré l'adrénaline qui montait dans ses veines. J'ai un problème médical avec un élève. J'ai besoin des services d'urgence au coin des rues Maple et Pine immédiatement. Le répartiteur a répondu avec enthousiasme, bien reçu, bus 17. Quelle est la nature de l'urgence ? Ethan jeta un coup d'œil à Emily où des larmes coulaient maintenant silencieusement sur ses joues, son petit corps tremblait. J'ai une élève de 6 ans qui souffre de fortes douleurs abdominales et d'un gonflement visible, a-t-il déclaré. Elle est en détresse. Les ambulanciers sont en route. Arrivée prévue dans 5 minutes. Pendant qu'ils attendaient, Ethan vint s'asseoir à côté d'elle, rassurant les autres enfants d'une voix calme et douce. Il parla doucement à Emily, bien que son esprit se mette à envisager de sombres possibilités. « Emily » murmura-t-il. « Les secours arrivent. Tout ira bien. » Elle leva les yeux, emplie de peur. « Est-ce que j'ai des ennuis ?» murmura-t-elle. « Non, ma chérie, » dit-il doucement, le cœur brisé. « Tu n'as aucun problème. Je veux juste m'assurer que tu vas mieux. » Quelques minutes plus tard, les sirènes hurlèrent dans l'air vif de l'automne. Les ambulanciers montèrent dans le bus, et Ethan réalisa alors seulement qu'il tenait toujours la petite main d'Emily dans la sienne. Et d'une certaine manière, il savait que lâcher prise ne serait pas simple. Les lumières assourdies du Pine Creek Memorial Hospital projetaient des ombres crues dans la salle d'attente où Ethan était assis, son trajet de bus abandonné depuis longtemps. Il avait appelé un chauffeur de remplacement après avoir suivi l'ambulance. Il ne pouvait pas s'en aller comme ça. Quelque chose chez Emily le hantait. « Monsieur Parker ?» Ethan leva les yeux lorsqu'une femme en blouse blanche s'approcha. Son badge indiquait « Dr Sarah Johnson ». « Comment va-t-elle » demanda Ethan en se levant rapidement. L'expression du Dr Johnson s'adoucit. « Emily est stable. Elle souffre d'une grave infection parasitaire et de malnutrition. Nous la traitons actuellement. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Vous avez bien fait d'appeler le 911. Cela aurait pu mettre votre vie en danger si vous n'aviez pas traité. » Le soulagement envahit Ethan, suivi d'une inquiétude plus profonde. « Malnutrition » répéta-t-il. « Mais comment ? » Elle est maintenant avec sa grand-mère, a poursuivi le docteur Johnson. Apparemment, c'est sa grand-mère qui s'occupe principalement d'elle.
Comme appelée, une femme âgée apparut dans le couloir, lourdement appuyée sur une canne. Malgré la douleur qui se lisait sur son visage, elle se tenait avec une dignité tranquille. « Vous devez être le chauffeur de bus, dit-elle d'une voix tremblante. Je suis Margaret Matthews. La grand-mère d'Emily. » Ethan se présenta, remarquant les rides d'inquiétude profondément gravées sur le visage de Margaret et la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle saisissait la canne. « Le médecin dit qu'elle ira bien, » murmura Margaret, les larmes aux yeux. « J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. J'aurais dû. » Sa voix s'est brisée. « Veux-tu t'asseoir ?» proposa doucement Ethan. Margaret hocha la tête et s'assit avec précaution sur la chaise. « On dit qu'elle a des parasites, qu'elle ne reçoit pas assez de nutriments, » murmura-t-elle, la voix teintée de honte. « Je m'assure toujours qu'elle mange avant moi. Toujours. »« Je suis sûr que tu fais de ton mieux, » dit doucement Ethan. Le regard de Margaret s'éclaira de façon inattendue. Sa mère, Jessica, et son mari, ils ne sont pas là. Ils ont des problèmes. La façon dont elle a parlé des problèmes a dit à Ethan tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Depuis combien de temps t'occupes-tu d'Emily » demanda-t-il doucement. « Ça fait 4 ans maintenant. Elle avait à peine 2 ans quand ils me l'ont confiée. Ils ont dit que c'était temporaire ?» Elle laissa échapper un rire amer. « Le temporaire est devenu éternel. » Une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte. « Madame Matthews ? Emily vous demande. » Margaret peina à se lever. Instinctivement, Ethan lui offrit son bras et, après une brève hésitation, elle l'accepta. « Tu aimerais la voir aussi ?» demanda Margaret de manière inattendue. « Elle parle de toi, tu sais. Monsieur Parker te dit toujours bonjour. Même les jours de pluie. » Surpris et profondément touché, Ethan hocha la tête. La silhouette d'Emily paraissait encore plus petite dans son lit d'hôpital. Mais quand elle les vit, son visage s'illumina. « Monsieur Parker. Vous êtes venu me rendre visite. »« Bien sûr que oui, » dit-il doucement. « Je voulais m'assurer que tu allais mieux. »« Le médecin dit que j'ai des microbes dans le ventre, » dit Emily d'un ton sérieux. « Mais il me donne des médicaments pour les faire disparaître. » Margaret s'affala lentement sur la chaise à côté d'elle. Dans l'embrasure de la porte, Ethan remarqua une assistante sociale de l'hôpital qui rôdait autour d'elle, un bloc-notes à la main, l'expression indéchiffrable mais alerte. « Monsieur Parker ?» La voix douce d'Emily le fit reculer. « Serez-vous toujours mon chauffeur de bus quand je retournerai à l'école ?» « Absolument, » promit-il, sans se douter à quel point tenir cette promesse allait devenir compliqué. À l'extérieur de la pièce, il entendit la voix calme de l'assistante sociale. « Madame Matthews. Je suis Rebecca Williams, des services de protection de l'enfance. J'aimerais vous poser quelques questions sur la situation familiale d'Emily. » Ethan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. L'après-midi suivant, Rebecca Williams se tenait sur le perron fissuré de la petite maison délabrée de Margaret Matthews. Son bloc-notes était serré contre sa poitrine. À côté d'elle, contre toute attente, se tenait Ethan Parker. Il avait pris un jour de congé, ce qu'il avait rarement fait en 7 ans. « J'apprécie votre inquiétude, Monsieur Parker, » dit Rebecca d'une voix professionnelle mais ferme. « Mais c'est vraiment une affaire qui relève des services sociaux. » Ethan hocha la tête. « Je comprends. C'est juste que, j'ai promis à Emily de lui apporter ses devoirs et son livre préféré du bus. Il est aux objets trouvés depuis des mois. » Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit en grinçant. Margaret se tenait là, droite, stable, mais Ethan voyait qu'elle s'appuyait subtilement contre le cadre pour se soutenir. Et juste comme ça, le chapitre suivant a commencé. Madame Williams. M. Parker, les salua-t-elle d'une voix prudente mais digne. Entrez, s'il vous plaît. L'intérieur de la maison des Matthews racontait une histoire compliquée. Les meubles étaient vieux, mais d'une propreté irréprochable. Des courtes pointes faites main égayaient le canapé usé. La cuisine était impeccable, même si les appareils électroménagers semblaient n'avoir pas été remplacés depuis des décennies. Mais ce qui frappa le plus Ethan, ce furent les petites adaptations disséminées dans la maison. Un tabouret robuste était posé près de l'évier. Les poignées des placards étaient renforcées par des élastiques. Un système de poulies improvisé aidait à ouvrir la lourde porte arrière. De petits détails,
chacun témoignant d'un effort, d'une lutte silencieuse. Émilie se repose, expliqua Margaret, refusant de s'asseoir malgré la douleur visible dans ses articulations. Les médicaments la rendent somnolente. La plume de Rebecca bougeait constamment, ses yeux perçants, notant chaque détail. Madame Matthews, je dois inspecter toute la maison, y compris la chambre d'Émilie et la salle de bain, dit Rebecca d'un ton poli mais ferme. Margaret rougit légèrement, mais hocha la tête. Bien sûr. Alors que Rebecca disparaissait dans le couloir, Ethan posa doucement un livre pour enfants sur la table basse. J'ai apporté les feuilles de maths d'Émilie, et son livre préféré. Elle l'a oublié dans le bus le mois dernier. Le regard de Margaret s'adoucit. C'est très gentil. Elle adore lire. Elle jeta un coup d'œil vers le couloir, où l'on entendait Rebecca ouvrir des placards et tester des robinets. Puis sa voix baissa. Ils vont l'emmener, n'est-ce pas? La question restait en suspens, brute, dénudée. Je ne sais pas, répondit Ethan honnêtement. Mais je sais qu'Émilie t'aime. C'est clair. Margaret s'affaissa lentement sur une chaise de cuisine. La façade de force qu'elle avait si fermement arborée s'effondra tandis que ses épaules se voûtaient sous le poids de la défaite. Je fais de mon mieux, murmura-t-elle. Ce n'est pas parfait, mais on y arrive. Elle fit un geste vers une rangée de flacons de médicaments soigneusement alignés sur le comptoir. Mon arthrite s'aggrave d'année en année. Certains matins, j'ai du mal à ouvrir ces bouchons de sécurité. Le regard d'Ethan se posa sur une facture d'eau marquée, avis final, à moitié cachée sous un vieux livre de cuisine. Il ne dit rien. Et les parents d'Émilie, demanda-t-il doucement. Votre fille et son mari? L'expression de Margaret se durcit, ses mains reposant immobiles sur ses genoux. Jessica et Mike sont toujours là quand ils ont besoin d'argent, dit-elle d'un ton neutre. Ils sont tous les deux, pris dans des problèmes que je ne peux pas régler. La dernière fois qu'ils sont venus, ils sont repartis avec l'argent de mes courses. Son regard rencontra celui d'Ethan, ses yeux étaient vifs et clairs. Je sais ce que cela représente pour des gens comme Madame Williams. Une vieille femme à peine capable de subvenir à ses besoins, qui essaie d'élever un enfant. Mais qui d'autre Émilie a-t-elle? Du fond du couloir provenait le bruit d'une toilette qui peinait à tirer la chasse d'eau, les tuyaux gémissant avant qu'elle n'y parvienne enfin. La plomberie est capricieuse, murmura Margaret, les joues rouges. J'ai économisé pour les réparations. Rebecca revint, bloc-notes à la main, son masque professionnel parfaitement en place. Mais Ethan perçut une lueur, un non-dit sous son regard fixe. Madame Matthews, je dois vous poser quelques questions plus délicates sur les conditions de vie et de garde d'Émilie. Monsieur Parker, peut-être? Il peut rester, interrompit Margaret d'un ton calme mais ferme. S'il le veut. Je n'ai rien à cacher. Ethan s'assit à la petite table de la cuisine. Les questions arrivaient méthodiquement. Où dormait Émilie? Quel était son régime alimentaire habituel? Qui la surveillait lors de ses rendez-vous médicaux? Margaret répondait à chacune d'elles calmement, d'une voix posée, ses mains massant parfois ses articulations enflées lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Puis une petite voix s'éleva de la chambre. Grand-mère. Margaret essaya de se lever trop vite. La douleur lui traversa le visage. Ethan se porta instinctivement à son secours, mais Rebecca fut plus rapide. Je vais voir comment elle va, dit doucement l'assistante sociale. Pendant un moment, Margaret et Ethan étaient seuls. Elle le regarda, ses yeux remplis de quelque chose de fragile et de désespéré. Je ne peux pas la perdre, murmura-t-elle. Elle est tout ce qui me reste. Ethan n'avait aucune réponse. Seulement la certitude grandissante qu'il ne pouvait pas s'en aller comme ça. Que quelque chose en lui, quelque chose qui sommeillait depuis le départ de sa fille pour l'université, avait repris vie. Dans la chambre, il pouvait entendre la voix douce d'Émilie. Tu vas m'éloigner de ma grand-mère? La semaine suivante, le bus scolaire jaune d'Ethan roulait dans les rues familières de Pink Creek. Émilie était retournée à l'école après 3 jours de repos. En apparence, la vie avait repris son rythme normal. Mais pour Ethan, plus rien ne semblait normal. Bonjour, Monsieur Parker, gazouilla Émilie en montant à bord, d'un pas plus léger qu'avant. Le médicament faisait effet. Ses joues avaient repris des couleurs. Bonjour, Émilie, sourit Ethan. Tu te sens mieux aujourd'hui? Elle hocha la tête avec enthousiasme. Le médecin dit que les microbes dans mon ventre ont presque disparu.
Elle s'installa sur son siège avant habituel. Ethan remarqua qu'elle portait un pull plusieurs tailles trop grand, dont les manches étaient retroussées plusieurs fois pour lui libérer les mains. Lorsqu'elle posa son sac à dos à côté d'elle, une barre de céréales à moitié mangée en tomba. C'était censé être mon déjeuner, dit-elle rapidement en le rangeant. Mais j'ai eu faim au petit déjeuner. Le cœur d'Ethan se serra. Il avait commencé à remarquer des choses qu'il n'avait pas remarquées auparavant. De petits signes. D'autres enfants aussi, des enfants sur son chemin, des signes discrets de souffrance silencieuse. Cet après-midi-là, pendant sa pause, il s'est retrouvé dans le bureau de la directrice Diana Howard, une femme sévère mais juste qui dirigeait l'école élémentaire de Pine Creek depuis plus d'une décennie. « J'apprécie votre sollicitude, Ethan », a déclaré le directeur Howard après avoir écouté attentivement. Mais il existe déjà des programmes pour les élèves dans le besoin. Alors pourquoi ne travaille-t-il pas, insista Ethan. Emily Matthews a été hospitalisée pour malnutrition et infection parasitaire. Sa grand-mère se débrouille à peine seule. La directrice Howard soupira, enleva ses lunettes et se frotta les tempes. La vérité, c'est que, beaucoup de familles ne demandent pas d'aide. Par fierté. Par peur. Par obstacles administratifs. Nos ressources d'aide sont limitées. Tandis qu'il parlait, la porte du salon s'ouvrit. Walter Dixon, un autre chauffeur d'une cinquantaine d'années, entra, prit un café et ne chercha pas à cacher qu'il écoutait. On dirait que Parker veut devenir assistant social plutôt que de rester chauffeur, dit Walter d'une voix forte, teintée de sarcasme. Bientôt, il adoptera tous les chiens errants. Le directeur Howard lança un regard noir à Walter. Ça suffit, Walter. Ethan ignora le commentaire, même s'il sentit la chaleur monter dans son cou. Je pense simplement qu'on peut faire plus. Un enfant a été hospitalisé. D'autres souffrent peut-être en silence. Walter laissa échapper un petit grognement. Ce n'est pas notre rôle d'élever les enfants des autres. Les conduire à l'école, les ramener à la maison. C'est pour ça qu'ils nous paient. Après le départ de Walter, la directrice Howard a adouci sa voix. Ne fais pas attention à lui. Walter est de la vieille école. Mais Ethan, tu dois faire attention à ne pas trop t'impliquer. Il y a des limites pour une raison. Ethan hocha la tête. Mais dans son esprit, il ne voyait que des baskets usées maintenues ensemble par du ruban adhésif. Un garçon qui ne déjeunait jamais. Une enfant de maternelle qui demandait discrètement si elle pouvait prendre une pomme à moitié mangée dans la poubelle. À quoi bon établir des limites si les enfants ont faim? Cet après-midi-là, sur sa route, il en remarqua d'autres. Un élève de CE2 sans veste malgré le froid. Un garçon dont le sac à dos était fermé avec du ruban adhésif. Une petite fille qui cachait de la nourriture dans ses poches. Lorsqu'il s'arrêta à l'arrêt d'Emily, il fut surpris de voir Rebecca Williams attendre sur le trottoir aux côtés de Margaret. Leur conversation semblait tendue. Margaret secouait la tête sans cesse. Emily hésitait devant les marches du bus. « Est-ce que Madame Williams va m'emmener » murmura-t-elle. « Je ne pense pas » dit doucement Ethan, même s'il n'en était pas sûr. Elle s'assure simplement que toi et ta grand-mère avez tout ce dont vous avez besoin. Les épaules d'Emily se détendirent légèrement. Elle sourit. Je t'ai dessiné quelque chose. Elle lui tendit un papier plié de sa poche. Il représentait un rectangle jaune avec d'énormes roues de travers et un bonhomme allumette arborant un immense sourire. C'est moi, demanda Ethan, touché. Emily hocha fièrement la tête. Tu souris toujours. Même quand il pleut. Alors qu'elle sautillait vers sa grand-mère, Ethan vit Margaret vérifier immédiatement son sac à dos, probablement à la recherche du déjeuner déjà terminé. L'expression de Rebecca restait professionnellement neutre, mais ses notes incessantes semblaient lourdes de jugement tacite. De retour à la gare, alors qu'Ethan verrouillait son bus, Walter réapparut, d'un ton différent cette fois. Prudent. Presque sérieux. Un conseil, marmonna Walter. Ne vous mêlez pas des Matthews. Il s'arrêta. Cette assistante sociale posait des questions sur vous aujourd'hui. À propos de moi. Ethan fronça les sourcils. Pourquoi? Walter haussa les épaules, la voix basse. Je me demande probablement pourquoi un homme célibataire d'une quarantaine d'années s'intéresse autant à la vie de famille d'une fillette de 6 ans. Il laissa planer cette implication. Puis il s'éloigna. Ethan resta figé pendant un long moment,
l'avertissement restant comme de la glace dans sa poitrine. On parle dans les petites villes, Parker. Souviens-toi de ça. Alors qu'Ethan rentrait chez lui dans son appartement vide, le dessin d'Emily posé sur le siège passager, il réalisa qu'il se trouvait à la croisée des chemins. Il pouvait suivre le conseil de Walter, faire profil bas, s'occuper de ses affaires, maintenir des limites professionnelles, se contenter de conduire le bus et rien de plus. Ou faire ce que sa conscience lui imposait de plus en plus, trouver un moyen d'aider une grand-mère en difficulté et sa petite-fille avant que le système ou la vie elle-même ne les déchire. Le choix semblait simple en théorie. En pratique, il allait découvrir à quel point cela allait devenir compliqué. Le week-end arriva sous une pluie d'automne persistante qui tambourinait doucement contre les fenêtres de l'appartement d'Ethan. Assis à la table de sa cuisine, il contemplait une photo encadrée de sa fille, Lily, rayonnante dans son sweatshirt universitaire depuis sa chambre universitaire à l'autre bout de l'État. Leurs appels hebdomadaires s'étaient raccourcis ces derniers temps, sa vie s'étendant au-delà de leur petite ville tandis que la sienne restait inchangée jusqu'à maintenant. Les sacs de courses sur le comptoir n'étaient pas pour lui. Après bien des hésitations, Ethan avait décidé d'apporter quelques produits de première nécessité chez les Matthews. Rien d'assez voyant pour blesser la fierté de Margaret. Juste l'essentiel, des pâtes, des légumes en conserve, du pain et quelques petites gourmandises pour Emily. Alors qu'il s'arrêtait devant la modeste maison, le doute s'insinua. Son geste serait-il perçu comme une charité? Une ingérence? Ou pire, confirmerait-il les insinuations de Walter sur ses motivations? Avant qu'il puisse faire demi-tour, la portière d'entrée s'ouvrit en grinçant. Emily se tenait là, vêtue de chaussettes dépareillées, son visage s'illuminant au moment où elle le vit. Monsieur Parker. Grand-mère, Monsieur Parker est là. Margaret apparut derrière elle, la surprise traversant son visage fatigué. Monsieur Parker, c'est inattendu. J'étais dans le quartier, murmura Ethan, son excuse préparée sonnant creux, même à ses propres oreilles. J'ai apporté quelques petites choses. Ma fille est à l'université, et j'achète toujours trop pour moi. L'expression de Margaret était indéchiffrable, mais après un moment, elle hocha la tête et l'invita à entrer. La maison semblait plus froide qu'elle ne l'aurait dû pour un mois d'octobre. Le regard d'Ethan se posa sur le petit radiateur du salon, la seule source de chaleur de la maison. La chaudière fait des siennes, expliqua Margaret en captant son regard. Le réparateur demande $500 rien que pour la regarder. Emily, jetant déjà un œil dans l'un des sacs d'épicerie, laissa échapper un halètement ravi. Des céréales au chocolat. Grand-mère, je peux en avoir? S'il te plaît? Après le dîner, ma chérie, répondit Margaret, la voix s'adoucissant devant l'excitation de sa petite fille. Pourquoi ne finis-tu pas ton dessin pendant que je discute avec Monsieur Parker? Une fois qu'Emily eut disparu dans le couloir, Margaret se retourna, la fierté combattant la gratitude sur son visage. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle doucement. Je le voulais, répondit doucement Ethan. Et s'il te plaît, appelle-moi Ethan. Elle hocha la tête et ils s'assirent ensemble à la petite table de la cuisine. Il ne put s'empêcher de remarquer la rangée de flacons de médicaments soigneusement disposés à côté d'un pilulier et d'une bouillotte usée branchée au mur. Madame Williams, l'assistante sociale, est revenue hier, admit Margaret au bout d'un moment, massant distraitement ses jointures enflées. Elle s'inquiète de ma capacité à m'occuper d'Emily dans cet état. La défaite silencieuse dans sa voix réveilla quelque chose de profond en Ethan. Que puis-je faire pour aider? Demanda-t-il doucement. Margaret le regarda, surprise par la franchise de son offre. Pourquoi? Tu nous connais à peine. C'était une question légitime, qu'Ethan s'était posée plus d'une fois. Il hésita avant de répondre. Je conduis ce bus scolaire depuis 7 ans, commença-t-il lentement, choisissant ses mots. Chaque jour, je vois les enfants grandir de loin. Quand Lily est partie à l'université, j'ai réalisé à quel point je regrettais d'être utile, d'être indispensable. Et tu crois qu'on a besoin de toi? Demanda Margaret, mais sa voix ne contenait aucune accusation, seulement de la curiosité. Je pense qu'Emily mérite toutes ses chances, dit-il simplement. Et je pense que tu fais le travail le plus difficile qui soit avec une main attachée dans le dos. Sa voix s'est essoufflée avant qu'il ajoute, ma défunte épouse, souffrait de polyarthrite rhumatoïde. Je sais à quoi ressemble la douleur quotidienne. Même quand on essaie de la cacher. Quelque chose dans l'expression de Margaret s'adoucit, le poids de sa lutte vacillant sur ses traits. On m'a diagnostiqué une maladie à 42 ans,
murmura-t-elle. C'est devenu pire ces dernières années. Certains matins, je n'arrive même pas à ouvrir un pot de confiture pour le petit déjeuner d'Émilie. Du couloir parvenait le son lointain d'Émilie qui chantait pour elle-même une chanson idiote inventée à propos de céréales au chocolat. La joie simple dans sa voix contrastait fortement avec la gravité de la conversation. J'économisais pour une opération qui pourrait m'aider, poursuivit Margaret, la voix plus basse. Mais ensuite, le chauffage est tombé en panne. Émilie est tombée malade. La vie? Elle redressa les épaules. On s'en sort. On a toujours réussi. Ethan hocha la tête, sentant la farouche indépendance qui avait maintenu cette famille fragile à flot. Et si tu n'avais pas à te débrouiller seul? Comme sur un signal, Émilie réapparut, tenant fièrement un dessin coloré. Regarde. C'est toi, grand-mère et moi qui pique-niquons. Ethan sourit, sincèrement ému, en étudiant le croquis au crayon. 3 bonhommes allumettes sur un terrain herbeux, le plus grand, indéniablement lui, en uniforme de chauffeur de bus, tenant la main du plus petit. La silhouette du milieu, Margaret, se tenait à côté d'eux. C'est merveilleux, Émilie, dit-il. C'est ton truc préféré, les pique-niques? Émilie secoua la tête. On n'a jamais vraiment fait de pique-nique. Mais dans les livres, les familles pique-niquent. Le désir exprimé par ces paroles frappa les 2 adultes comme un doux coup au cœur. Il y eut un silence, puis, contre toute attente, Margaret prit la parole. Peut-être on pourrait en faire un. Quand le temps s'améliorera. Vraiment? Avec des sandwichs et tout? Les yeux d'Émilie s'illuminèrent. Avec des sandwichs et tout le reste, confirma Ethan en croisant le regard de Margaret par-dessus la tête de l'enfant. Quelque chose se passa alors entre eux, une entente discrète. Les premiers fils fragiles d'une alliance inattendue. Mais les jours à venir allaient mettre ce lien à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir. Le lundi matin s'élevait clair et vif. À l'arrêt de bus d'Émilie se tenait une femme élancée, vêtue d'une veste en cuir, les cheveux blonds teints au vent. La ressemblance avec Émilie était indéniable, ses traits étaient plus nets, son regard plus dur. Lorsque les portes du bus s'ouvrirent, Émilie monta les marches en bondissant, souriant. « Monsieur Parker !»« Ma mère est rentrée », s'exclama-t-elle, essoufflée. « Elle m'a apporté un nouveau sac à dos. » En effet, le sac à dos licorne rose vive brillait, d'une nouveauté frappante par rapport aux vêtements d'occasion délavés qu'elle portait habituellement. « C'est merveilleux, » dit Ethan prudemment, en jetant un coup d'œil par la fenêtre à la femme Jessica au debout à l'écart, fumant, faisant défiler son téléphone, jetant à peine un coup d'œil à sa fille. Tout au long de la journée, un malaise le rongeait. Margaret le lui avait déjà dit, les parents d'Émilie allaient et venaient de façon imprévisible, laissant plus de dégâts que de réconfort. L'après-midi venu, Jessica avait disparu. Margaret se tenait à l'arrêt, appuyée lourdement sur sa canne, le sourire fragile. Quelque chose clochait. 2 jours plus tard, Ethan a apporté un radiateur d'appoint réparé qu'il avait trouvé dans une friperie. Il avait seulement l'intention de le déposer, mais la scène qui l'attendait l'arrêta net. Des emballages de fast-food jonchaient le salon. Des sacs de sport inconnus jonchaient le sol. Jessica était allongée sur le canapé, feuilletant les informations de son téléphone. Dans le fauteuil inclinable, un homme, probablement Mike, le père d'Émilie, ronflait, inconscient, alors qu'il était à peine midi. Margaret, frêle mais déterminée, se tenait dans la cuisine, remuant quelque chose sur le feu. Émilie était assise à table, exhibant fièrement une pile de bibelots bon marché. « Regarde ce que papa m'a apporté », s'exclama-t-elle en brandissant des figurines en plastique et des anneaux de jouets scintillants. Ethan parvint à esquisser un faible sourire, mais son attention se déplaça lorsque Jessica leva enfin les yeux perçants. « Vous devez être le chauffeur de bus dont maman parle sans cesse, » dit-elle d'un ton neutre. « Vous vous intéressez beaucoup à ma fille, n'est-ce pas ?» Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Margaret intervint, la voix tendue. « Ethan a été très gentil. Il a réparé la véranda le week-end dernier. » Les yeux de Jessica se plissèrent, mais elle ne dit rien de plus, se retournant vers son téléphone. Margaret conduisit Ethan dans la cuisine. Ses pas étaient lents, son visage marqué par l'inquiétude. « Ils sont arrivés il y a 3 jours, » murmura-t-elle. Jessica dit qu'ils repartent de zéro. Mike a un entretien d'embauche demain. Mais la lassitude dans sa voix en disait long. Ethan hocha la tête, le cœur serré. Il le voyait aussi clairement qu'elle.
Emily méritait ses parents s'ils pouvaient changer. Mais l'histoire avait déjà laissé trop de cicatrices. Et au fond de lui, Ethan le savait, cette paix fragile était sur le point de se briser. Emily semblait heureuse, observa Théil. Elle l'est, acquiesça doucement Margaret. Elle est toujours contente quand ils reviennent. C'est quand ils repartent que... Sa voix s'éteignit, son regard se dirigeant vers l'endroit où sa petite fille était assise en train de jouer tranquillement. Au cours de la semaine suivante, une transformation sembla s'opérer chez les Matthews. Jessica et Mike emmenèrent Emily à la foire du comté, lui achetèrent de nouveaux vêtements et assistèrent même à une réunion parents-professeurs. Chaque matin, Emily montait dans le bus avec des histoires joyeuses de dîners de famille, de soirées cinéma et de rires. Sa foi dans la réforme de ses parents était absolue. Margaret aussi semblait prudemment optimiste quand Ethan la vit, même s'il remarqua qu'elle continuait à mettre de côté de petites quantités de nourriture dans le congélateur, se préparant, soupçonna-t-il, pour le jour où les courses de Jessica seraient inévitablement épuisées. Puis vint le vendredi matin, quand Emily ne s'est pas présentée à son arrêt de bus. Inquiet, Ethan a contacté le répartiteur par radio pour signaler une brève déviation de son itinéraire et a parcouru la courte distance jusqu'à la maison des Matthews. Il trouva Emily assise sur le porche de la baie, toujours en pyjama, les yeux rouges à force de pleurer. « Ils sont repartis », dit-elle simplement en le voyant. Maman a pris l'argent des médicaments de grand-mère dans le pot bleu. À l'intérieur, Margaret était assise à la table de la cuisine, les yeux creux, fixant le bocal vide qui contenait autrefois l'argent soigneusement économisé pour renouveler ses ordonnances. Un mot griffonné à la hâte se trouvait à côté. « J'ai une offre d'emploi à Charlotte. Je reviens bientôt. Je vous aime tous les deux. » Le silence dans la maison était assourdissant. Plus de rires. Plus de promesses. Juste le poids familier et étouffant de l'abandon qui retombe sur grand-mère et petite-fille. « Je pensais vraiment que cette fois-ci, c'était différent, » murmura enfin Margaret d'une voix à peine audible. Emily était si heureuse. Ethan sentit sa poitrine se serrer avec un mélange familier d'impuissance et de rage silencieuse, les mêmes sentiments qu'il avait ressentis pendant des années en regardant sa femme lutter contre une maladie qu'il ne pouvait pas guérir. Certains problèmes ne pourraient pas être résolus avec un radiateur réparé ou un sac de course. Alors qu'il aidait Emily à se préparer pour l'école maintenant désespérément en retard, il remarqua qu'elle avait soigneusement rangé tous ses nouveaux jouets, à l'exception d'une petite figurine de licorne, qu'elle glissa dans sa poche. « Mon père a dit que c'était magique », expliqua-t-elle doucement. Lorsqu'elle a surpris Ethan en train de la regarder, elle a ajouté, « Il a dit que tant que je l'aurais, il reviendrait toujours vers moi. » La foi simple dans sa voix était à la fois déchirante et miraculeuse, un rappel de la résilience d'un enfant, de sa capacité infinie à espérer même lorsque les adultes continuent de le décevoir. Ce que ni Emily ni Ethan n'avaient réalisé, c'est que le bref retour de Jessica et Mike avait mis d'autres roues en mouvement, des roues qui allaient bientôt menacer la fragile stabilité que Margaret avait travaillé si dur à préserver. Cet après-midi-là, la pluie battait les vitres du bus scolaire tandis qu'Ethan terminait son trajet. Emily était assise tranquillement sur son siège avant habituel, renfermée depuis le départ précipité de ses parents une semaine plus tôt. La figurine de licorne était devenue son compagnon constant, apparaissant dans sa main chaque fois qu'elle devenait particulièrement silencieuse. « On est le dernier arrêt aujourd'hui », dit doucement Ethan tandis que l'avant-dernier élève descendait. « Ta grand-mère te retrouve à la maison ?» Emily secoua la tête. Elle avait rendez-vous chez le médecin. Madame Wilson, la voisine, est censée me surveiller, mais elle oublie parfois. Ethan fronça les sourcils. L'idée d'Emily attendant seule sur le porche sous la pluie froide le rongeait. « Voulez-vous que j'attende avec vous jusqu'à l'arrivée de Madame Wilson ?» Son petit visage s'éclaira légèrement. « Pourrais-tu » 20 minutes plus tard, Ethan était assis seul dans sa camionnette devant la gare routière, les yeux rivés sur son téléphone portable. Il avait attendu que Madame Wilson ou une femme âgée aux prises avec des problèmes de mémoire se souvienne enfin de sa garde d'enfant. Mais quelque chose dans cette situation le tiraillait. Avant de pouvoir se remettre en question, il composa le numéro d'urgence que Margaret lui avait donné. Elle a répondu à la 4e sonnerie, la voix tendue. « Ethan ? Emily va bien ? » Elle va bien. Madame Wilson est avec elle. Je m'inquiète surtout pour toi. Il y eut une pause. Le médecin dit que je dois me faire opérer, admit Margaret à voix basse. Mieux vaut tôt que tard. Les lésions articulaires s'aggravent. Mais je n'en ai pas les moyens maintenant, pas après que Jessica a pris l'argent. Sa voix se réduisit à un murmure.
Je ne peux pas. Je peux t'aider, proposa Ethan. Laisse-moi au moins te raccompagner. Une autre pause. Plus longue cette fois. J'ai déjà appelé un taxi, mais merci. À la fin de l'appel, Ethan resta dans son camion, le malaise grandissant. La famille Matthews était au bord de la rupture. Ses pensées furent interrompues par un coup violent à la fenêtre. Walter Dixon se tenait là sous la pluie, arborant son sourire narquois habituel. « Je savais que je te trouverais ici, » dit Walter, suffisant. Ethan baissa la fenêtre, l'air froid s'engouffrant à l'intérieur. « Que veux-tu, Walter ? » ? « Le superviseur veut vous voir. Il y a un arrêt non autorisé sur votre trajet. » Le sourire narquois de Walter s'accentua. « On vous a encore remarqué chez les Matthews. » La rencontre avec Jerry Simmons, le superviseur des transports, fut brève mais pertinente. « Tu es un bon conducteur, Parker, » dit Jerry en se calant dans son siège. « Tu as un casier judiciaire vierge et tu es toujours à l'heure. C'est pourquoi ce comportement m'inquiète. » « Quel comportement ?» demanda Ethan, même s'il le savait déjà. « Dévier des itinéraires habituels. S'impliquer personnellement auprès des étudiants en dehors du travail. Il y a des limites, Ethan. Je m'assurais qu'un enfant de 6 ans ne soit pas laissé seul sous la pluie. » L'expression de Jerry s'adoucit, mais seulement légèrement. « Votre inquiétude est louable. Mais il existe des protocoles. Si vous vous inquiétez pour le bien-être d'un élève, signalez-le au conseiller d'orientation. Ou aux services sociaux. Et après ? » La voix d'Ethan était plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Encore de la paperasse ? Encore des visites qui ne changent rien ? Ce n'est pas à toi de régler ce problème, dit Jerry fermement. Tu es chauffeur de bus, pas travailleur social. Les mots résonnèrent, blessant plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Alors je suis censé l'ignorer, pensa amèrement Ethan. Conduire le bus et regarder ailleurs. Non, ajouta Jerry. Signalez-le par les voies appropriées. Point final. Il a glissé un avertissement écrit sur le bureau. Avis officiel, dit Jerry. Autres écarts, suspension automatique. Ce soir-là, Ethan était assis seul dans son appartement. L'avertissement était posé sur sa table basse, à côté d'une photo encadrée de sa défunte épouse et de sa fille, Lily. Il avait toujours respecté les règles. Il avait toujours fait ce qu'on attendait de lui. Mais où étaient ces règles quand sa femme était malade ? Quand Lily avait besoin de sa mère ? Son téléphone a vibré. Un texte de Lily, « Papa, tout va bien ? Tu avais l'air distrait hier. » Avant qu'il puisse répondre, un autre message arriva. C'est Margaret. Emily te demande si tu seras son chauffeur de bus demain. Elle était tellement inquiète que tu aies dû attendre avec elle aujourd'hui. Le contraste le frappa comme un coup de poing. Lily, adulte, en sécurité, construit sa propre vie. Emily, 6 ans, vulnérable, prise entre une grand-mère en sursis et des parents déjà disparus. Il a répondu à Margaret par SMS, bien sûr. Dis-lui que je serai là. À Lily, il a écrit, juste quelques trucs de travail. Comment se passe la chimie ? Mais alors que minuit arrivait et passait, Ethan restait éveillé, se retournant contre des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Jusqu'où devrait-il aller pour un enfant qui n'était pas sous sa responsabilité ? Et si s'impliquer ne faisait qu'empirer les choses ? Comblait-il le vide laissé par l'absence de Lily ou l'aidait-il vraiment ? Les réponses étaient insaisissables. Mais une chose était devenue claire. Il s'approchait d'une ligne. Un choix entre suivre les règles et obéir à sa conscience. Entre conserver son emploi et assurer la sécurité d'un enfant. Et ce qui le troublait le plus, c'était à quel point la décision lui semblait soudainement facile. Pour la première fois depuis des années, quelque chose comptait plus que le confort de rester derrière les lignes. Demain, il ferait son trajet en voiture. Mais après, il ferait ce qui devait être fait. Parce que certaines lignes, une fois franchies, changent tout. Tout au long de la journée, l'inquiétude le rongea. Lorsqu'il termina sa tournée de l'après-midi et déposait Emily en dernier, son inquiétude s'était muée en une détermination tranquille. Il gara sa voiture à un pâté de maison de la maison des Matthews, ne voulant pas risquer d'être remarqué par des voisins qui pourraient signaler cela à Walter ou à son supérieur. Margaret ouvrit la porte après 3 coups, se déplaçant avec une lenteur atroce. Son visage était pâle, tiré par la douleur. « Ethan » murmura-t-elle,
la surprise prenant brièvement le dessus sur son malaise. Émilie est chez Madame Wilson. Je ne m'attendais pas à. Émilie m'a dit que tu n'arrivais pas à sortir du lit ce matin, l'interrompit-il doucement, d'une voix douce mais insistante. Que se passe-t-il, Margaret? Elle hésita, l'orgueil en conflit avec la réalité, avant de finalement s'écarter et de le laisser entrer. La maison était plus froide que d'habitude. Ethan remarqua la vaisselle empilée dans l'évier, un détail qui ne ressemblait pas à la méticuleuse Margaret. Elle s'assit avec précaution sur le canapé usé. Le médecin a appelé hier, a-t-elle admis. Les dernières analyses sanguines montrent que l'inflammation est plus grave. Ils veulent programmer l'opération immédiatement, mais... Elle fit un geste impuissant, la voix brisée. La franchise d'assurance est de $2000. Après que Jessica a pris mes économies. Il doit y avoir des programmes d'aide, suggéra rapidement Ethan. Margaret émit un rire bref et sans humour. J'ai postulé pour tout. Soit on n'est pas admissible, soit il y a une liste d'attente, soit ils ont besoin de plus de documents que je ne peux en obtenir. Elle frotta ses jointures enflées, ses mains tremblant visiblement. Pendant ce temps, j'ai du mal à ouvrir un pot de compote de pommes pour le déjeuner d'Émilie. Comme si elle avait été interpellée par la mention de son nom, on frappa violemment à la porte. Rebecca Williams se tenait sur le porche, un presse-papier à la main, son expression soigneusement neutre. Madame Matthews, j'ai reçu un appel de l'enseignante d'Émilie, dit Rebecca en entrant. Elle s'inquiète de son état émotionnel et de certains commentaires qu'elle a faits sur votre santé. Ses yeux se tournèrent vers Ethan. Monsieur Parker. Je suis surpris de vous trouver ici. La tension monta dans le petit salon. Tandis que Rebecca procédait à une nouvelle évaluation, ses questions aiguës et cliniques sur l'état de santé de Margaret, sa capacité à s'occuper d'Émilie, Ethan resta assis en silence, observant Margaret minimiser sa douleur. Elle montra qu'elle pouvait encore préparer des repas simples, aider aux devoirs, même si chaque geste lui coûtait visiblement. Madame Matthews, dit finalement Rebecca d'une voix mesurée, je m'inquiète de l'évolution de votre état. Si vous devez être opéré, quelles dispositions ont été prises pour la prise en charge d'Émilie? Margaret se raidit. Je n'ai pas encore finalisé ces détails. Je pourrais aider, se surprit à dire Ethan, les mots quittèrent sa bouche avant qu'il ne les enregistre complètement. Je connais Émilie depuis des mois maintenant. Elle me fait confiance. Mes antécédents ont été vérifiés par l'école. Les sourcils de Rebecca se levèrent. C'est un engagement important, Monsieur Parker. Êtes-vous prêt à assumer ce que cela implique? La question pesait lourd dans l'air, ses implications étaient vastes. Proposerait-il vraiment d'assurer la garde temporaire d'un enfant de 6 ans? De remodeler sa vie autour d'un enfant qui n'était pas sous sa responsabilité? Avant qu'il ne puisse trouver une réponse, Margaret parla, sa voix basse mais ferme. C'est sans importance. Je ne me ferai pas opérer. Margaret? Commença Ethan, mais elle l'interrompit. Ce dont j'ai besoin, c'est de garder ma petite fille, dit-elle d'un ton teinté d'acier. Si je vais à l'hôpital sans plan de soins concret pour Émilie, que pensez-vous qu'il se passera ensuite? Elle regarda Rebecca droit dans les yeux. Elle est dans le système. Et vu mon âge et mon état de santé, je n'ai aucune garantie de la récupérer un jour. Rebecca ne la contredit pas. Cela suffisait à la confirmer. Alors je vais gérer la douleur, conclut Margaret doucement. Je l'ai déjà fait. Je le referai. Après le départ de Rebecca, qui lui avait promis de la suivre, Ethan resta pour aider Margaret à préparer le dîner avant le retour d'Émilie. Tandis qu'il coupait les légumes d'une main plus sûre que la sienne, il se retrouva hanté par le choix qu'elle avait fait, endurer une douleur insupportable plutôt que de risquer de perdre sa petite fille. C'était le genre de sacrifice dont personne ne parlait. De ceux consentis dans les recoins silencieux des foyers, où l'amour prenait le pas sur la logique, où le système censé protéger devenait une source de crainte. Il doit y avoir un autre moyen, murmura-t-il en jetant un coup d'œil à Margaret tandis qu'elle grimaçait en attrapant des assiettes. Si vous en trouvez un, répondit-elle avec un sourire las et triste, je suis tout oui. Aucun d'eux ne savait que la réponse et toute une série de nouveaux problèmes arriveraient dès le lendemain. La lettre arriva dans une simple enveloppe blanche, marquée d'un sceau officiel du comté qui fit trembler les mains de Margaret dès qu'elle la vit. Elle attendit qu'Émilie soit montée dans le bus d'Ethan avant de l'ouvrir, ses doigts arthritiques tâtonnant le papier fin. Il s'agissait d'un avis de violation du code du logement. Défaut structurel dangereux. Conditions insalubres.
Danger pour les occupants. Le dernier paragraphe portait un coup fatal, elle avait 30 jours pour effectuer des réparations ou s'exposer à de lourdes amendes, voire à la saisie de la propriété. Margaret s'affaissa sur sa chaise de cuisine, le journal tremblant dans ses mains. Elle comprit instantanément que la visite de Rebecca avait dû déclencher ce sentiment. Désormais, en plus de sa santé qui se détériorait, elle risquait de perdre le seul foyer qu'Emily ait jamais connu. Cet après-midi-là, quand Ethan déposa Emily, la fierté habituelle de Margaret avait disparu. Elle l'invita à entrer et lui tendit la lettre sans préambule. « Je ne peux pas me permettre ces réparations, dit-elle simplement. Passant l'argent de l'opération. Et j'en ai encore besoin, pour quand je ne pourrai plus attendre. » Ethan lut la liste. Câblage défectueux. Problème de plomberie. Traitement des moisissures. Certaines réparations étaient mineures, d'autres bien au-delà de ce qu'il pouvait faire lui-même. « Laisse-moi voir ce que je peux trouver, proposa-t-il, même si aucune solution ne lui vint à l'esprit. Pendant que Margaret aidait Emily à faire ses devoirs, Ethan en profitait pour inspecter la maison. Il y était déjà allé plusieurs fois, mais c'était la première fois qu'il siessa les fissures, la décadence, le désespoir silencieux incrusté dans chaque coin. Dans la salle de bain, des taches d'eau s'étalent sur le plafond. Dans la cuisine, étagère à moitié vide, boîte de conserve cabossée, pâte générique. Le réfrigérateur, presque vide. Une seule brique de lait, divisée en bouteilles plus petites pour l'allonger. Dans la chambre d'Emily, il remarqua le soin avec lequel elle rangeait ses rares possessions, des jouets alignés avec précision, des vêtements pliés avec une précision inhabituelle pour une enfant. Dans un coin se trouvait sa petite collection de trésors, une pierre lisse, une plume bleue, un gland, une figurine de licorne ébréchée. Un enfant qui crée de la beauté à partir de chutes. Le moment le plus révélateur fut lorsqu'Ethan aida Margaret à récupérer un radiateur d'appoint dans un placard du couloir. Derrière les couvertures, il aperçut une boîte remplie de factures non ouvertes, d'avis de retard de paiement et de lettres de refus de tous les programmes d'aide auxquels elle avait postulé. La plupart étaient tamponnés, demande incomplète ou demande refusée. Une lettre a retenu son attention, un refus d'aide au logement d'urgence refusé parce que ses revenus dépassaient le seuil de 23 $. Je ne voulais pas qu'Emily voie ça, dit Margaret doucement, réalisant ce qu'il avait trouvé. Elle s'inquiète déjà suffisamment. Tu as géré ça, tout ça, seul, murmura Ethan, l'énormité de sa lutte silencieuse le frappant comme un poids. Les yeux de Margaret brillaient, mais son expression restait calme. J'avais le choix. Jessica et Mike ne viennent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Mes amis sont partis ou ont du mal à se débrouiller. Et le système, eh bien, dit-elle en désignant la pile de lettres, tu vois à quel point il m'a été utile. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Emily apparut dans l'embrasure de la porte, serrant un morceau de papier. J'ai dessiné notre famille pour l'école, a-t-elle annoncé fièrement. Elle le brandit, un dessin au crayon représentant 3 silhouettes et Emily au milieu, tenant la main de Margaret d'un côté, et Ethan de l'autre. Au-dessus, en lettres soignées, elle avait écrit « Ma famille spéciale ». Mademoiselle Carson a dit que nous devrions dessiner les personnes qui prennent soin de nous, a expliqué Emily. Alors j'ai dessiné grand-mère R, et toi, Monsieur Parker. Les mots se sont installés dans l'air, doux mais lourds. Le visage de Margaret s'adoucit lorsqu'elle regarda la photo, mais Ethan perçut une lueur d'inquiétude dans ses yeux, la peur qu'Emily s'attache à quelqu'un qui n'avait pas de place officielle dans leur vie. C'est magnifique, ma chérie, dit doucement Margaret. Pourquoi ne l'accroches-tu pas au réfrigérateur? Alors qu'Emily s'éloignait en sautillant, Ethan savait qu'il se tenait à un carrefour. Il avait vu toute la vérité maintenant, non seulement les luttes visibles, mais aussi les luttes cachées, le choix entre la nourriture et les médicaments, les indignités silencieuses, l'amour qui brûlait même lorsque la logique disait d'abandonner. Et quelque part au plus profond de lui, quelque chose a changé. L'avis d'infraction au code du logement n'était que la dernière menace en date pour la fragile stabilité que Margaret avait maintenue grâce à sa détermination. Sans intervention, les conséquences étaient claires, la santé de Margaret continuerait à se détériorer, la maison serait finalement condamnée et Emily finirait en famille d'accueil, exactement ce que Margaret craignait le plus. Je dois passer quelques coups de fil, dit finalement Ethan. Je connais peut-être quelqu'un qui peut m'aider avec les travaux d'électricité, au moins. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que son « quelqu'un » était lui-même, utilisant les jours de vacances qu'il avait économisés pour une visite de Noël avec Lily, ou que l'argent qu'il avait mis de côté pour une nouvelle transmission dans son vieux pick-up servirait désormais à acheter les matériaux pour les réparations. Certaines décisions,
une fois prises, révèlent des vérités sur nos priorités et nos valeurs qui attendaient depuis toujours d'être découvertes. Alors qu'Ethan quittait la maison des Matthews ce soir-là, il réalisa qu'il avait franchi une ligne d'où il n'y avait pas de retour facile, et étrangement, il se sentait plus sûr de ce chemin que de n'importe quoi depuis des années. Il ne pouvait pas savoir que son implication croissante était remarquée par d'autres à Pink Creek, dont certains ne partageaient pas son inquiétude pour une grand-mère en difficulté et sa petite-fille. Le samedi matin, le temps était froid et clair lorsqu'Ethan arriva chez les Matthews dans sa camionnette, la benne chargée de bois, d'isolants et de matériel électrique. Il n'était pas seul. Son ami Carlos, un électricien qui lui devait une faveur, avait accepté de s'attaquer aux infractions les plus graves du comté. Ce qu'Ethan n'avait pas prévu, c'était le petit rassemblement déjà présent dans le jardin des Matthews, 3 femmes à peu près du même âge que Margaret ratissaient les feuilles, tandis qu'un homme d'une 60aine d'années examinait les marches affaissées. Les dames de l'église, expliqua Margaret à Ethan, mélangeaient haine et gratitude. Mon ancien club de bridge. Je n'ai pas joué depuis des années, mais elles ont entendu. Elle fit un geste vers la maison. La nouvelle se répandit. Dans les petites villes comme Pink Creek, c'était toujours le cas. À midi, l'équipe de travail improvisée s'était agrandie. Carlos refichait les prises électriques dangereuses de la cuisine, tandis que 2 hommes de l'église de Margaret réparaient les marches du porche. Émilie s'interposait entre les ouvriers, offrant des gobelets en carton de limonade avec une importance solennelle. « Vous avez là une aide précieuse », commenta Madame Abernathy, l'organiste de l'église qui avait organisé la brigade de ramassage des feuilles. « Quel enfant adorable !» Ethan hocha la tête, regardant Émilie porter un plateau de biscuits que Margaret avait réussi à faire cuire malgré sa douleur. « Elle mérite un foyer stable, dit-il doucement. « Certainement, acquiesça Madame Abernathy à voix basse. J'ai entendu dire que votre implication dans la famille suscitait des inquiétudes. » La main d'Ethan s'immobilisa sur l'isolant qu'il coupait. « Que veux-tu dire ?» La femme plus âgée semblait mal à l'aise. « Parlons, tu sais. Walter Dixon, à l'école où le beau-frère de mon neveu a parlé de limites professionnelles. Et puis il y avait Rebecca Williams qui posait des questions. » Avant qu'Ethan puisse répondre, une voiture familière s'arrêta. Rebecca Williams en sortit, bloc-notes à la main, l'air indéchiffrable, observant la scène. Madame Matthews, appela-t-elle en s'approchant de Margaret, qui dirigeait les opérations depuis une chaise de jardin en raison de sa mobilité réduite. « Je ne savais pas que vous aviez prévu des réparations. »« Moi non plus, » répondit Margaret en redressant les épaules. « Mes amis ont insisté pour m'aider. » Rebecca prit des notes en parcourant la propriété, s'enquérant des permis et des qualifications. Lorsqu'elle rejoignit Ethan, son masque professionnel tomba momentanément. « C'est une sacrée coïncidence, Monsieur Parker. À chaque fois que je vous rends visite, vous semblez être là. »« J'aide une famille dans le besoin, » répondit-il d'un ton neutre. « Y a-t-il un problème ? » « Cela dépend de vos motivations, » a-t-elle rétorqué, et de la question de savoir si votre aide sert réellement les intérêts d'Emily. La conversation aurait pu dégénérer sans l'arrivée opportune d'une voiture de police. L'agent Dan Mitchell, habitué de Pink Creek depuis plus de 20 ans, est sorti et a inspecté les lieux. « J'ai reçu un appel concernant une activité suspecte à cette adresse, » a-t-il annoncé, bien que son ton décontracté suggère qu'il ne voyait rien de mal à la journée de travail du quartier. « Tout va bien ici, officier ? » « Ça ne pourrait pas être mieux, Dan, » répondit Margaret en lançant un regard appuyé à Rebecca. « Juste des voisins qui s'entraident. » Alors que l'agent Mitchell discutait avec des bénévoles, Rebecca prit Ethan à part. « Quelqu'un a signalé ce rassemblement comme une perturbation. Savez-vous qui ? » L'esprit d'Ethan se tourna immédiatement vers Walter, mais il resta silencieux. « Aucune idée, » dit Rebecca d'un ton plus doux. « Je comprends que vous souhaitiez aider, mais votre implication croissante soulève des questions. Vous passez beaucoup de temps avec un enfant qui n'a aucun lien de parenté avec vous, dans un foyer déjà en cours d'évaluation. »« Je ne fais rien de mal, » a insisté Ethan. « L'intention compte moins que l'apparence parfois, » a averti Rebecca, surtout lorsque le bien-être d'un enfant est en jeu. Ces paroles furent renforcées plus tard dans l'après-midi quand Ethan revint d'une course de ravitaillement et trouva Walter Dixon garé de l'autre côté de la rue, observant la maison avec une suspicion non dissimulée. « Tu joues vraiment les héros, Parker ?» s'écria Walter tandis qu'Ethan déchargeait ses documents. « Ton superviseur sait-il que tu joues les bricoleurs pour la famille d'un élève ? » « Rentre chez toi, Walter, » répondit calmement Ethan. « Je veille simplement à la réputation de l'école, »
dit Walter avec une inquiétude exagérée. Je ne voudrais pas que les gens se fassent une fausse idée de nos chauffeurs de bus. L'implication flottait dans l'air, laide et insinuante. Ce soir-là, les bénévoles partirent et Carlos termina les dernières réparations électriques. Ethan trouva Margaret assise seule sur les marches fraîchement réparées du Porsche. « Merci », dit-elle simplement, la voix pleine de gratitude. Ethan hocha la tête, mais son expression resta troublée. « Margaret, commença-t-il, les gens parlent si souvent de ma présence ici. » Elle soupira. « Je sais. Madame Abernathy l'a mentionné, cet officier n'est pas passé par hasard. Quelqu'un l'a appelé. » À l'intérieur, Emily bavardait joyeusement, montrant à Madame Wilson, qui était passée avec une cocotte, sa collection de trésors. « Peut-être devrions-nous être plus prudents, » suggéra Margaret à contre-cœur. La poitrine d'Ethan se serra. Prendre ses distances lui semblait désormais impossible au moment où les Matthews avaient le plus besoin d'aide. Pourtant, cette surveillance menaçait non seulement son emploi, mais aussi la garde d'Emily par Margaret. « Nous trouverons une solution », a-t-il promis. Ils ne remarquèrent pas la voiture qui passait lentement, sous les yeux de Jessica Matthews, assise sur le siège passager. Le regard calculateur, elle observa la scène de soutien communautaire avec une expression oscillant entre ressentiment et opportunité. Les murs se refermaient de tous côtés, et l'espace sur qu'ils avaient créé pour Emily était plus fragile que jamais. Le premier lundi de décembre, l'école élémentaire de Pine Creek a accueilli des flocons de neige tourbillonnants et un visiteur inattendu. Alors qu'Ethan s'apprêtait à commencer sa tournée matinale, l'assistante administrative traversa précipitamment le parking. « Monsieur Parker », appela-t-elle. « Le directeur Howard a besoin de vous voir immédiatement. » Dans le bureau du directeur, Ethan retrouva non seulement Diana Howard, mais aussi son superviseur, Jerry Simmons, et Rebecca Williams. Leurs expressions allaient de l'inquiétude à la désapprobation la plus vive. « Ethan », commença doucement le directeur Howard, « nous avons reçu des rapports sur votre relation avec la famille Matthews. » Jerry glissa une plainte officielle sur le bureau. « Walter Dixon a déposé cette plainte, affirmant que vous avez violé les limites professionnelles et le règlement de l'école. » Ethan parcourut le document, le cœur serré. Walter avait documenté chaque passage chez les Matthews, chaque interaction avec Emily, transformant chaque passage en suspicion. « C'est ridicule », a-t-il protesté. « J'aide une famille dans le besoin. » Rebecca l'interrompit. « Ce qui m'inquiète, c'est la nature et l'ampleur de votre implication. Il y a une différence entre le soutien communautaire et l'implication personnelle. » L'implication était claire. « Je dois vous placer en congé administratif dans l'attente des résultats de l'enquête », annonça Jerry d'un ton ferme. Avec effet immédiat. La nouvelle a frappé Ethan comme un coup physique. « Qui va conduire mon itinéraire ? Qui va surveiller Emily ? » « Nous avons trouvé un remplaçant », répondit Jerry. « Les services de protection de l'enfance continueront de surveiller la situation de Matthews. » Rebecca s'éclaircit la gorge. « En fait, il y a un autre problème. Jessica et Mike Matthews ont demandé le rétablissement de la garde. » Ethan se figea. « Quoi ? » Rebecca a expliqué, ils étaient entrés dans un programme de réadaptation et prétendaient maintenant que la santé de Margaret la rendait incapable de recevoir des soins adéquats. Ethan quitta la réunion dans un état second, sa carrière suspendue, sa capacité à aider Emily soudainement limitée par des obstacles officiels. L'injustice le brûlait tandis qu'il rentrait chez lui dans la neige épaisse. Son téléphone sonna. Margaret, qui avait clairement entendu la nouvelle, ne perdit pas de temps. Emily a eu le cœur brisé quand un autre chauffeur est venu la chercher, dit-elle sans préambule. Que se passe-t-il, Ethan ? Il lui expliqua la situation aussi gentiment que possible, omettant les pires accusations de Walter. Mais lorsqu'il lui parla de la demande soudaine de garde de Jessica, le visage de Margaret se crispa. « Après tout ça, tu crois qu'elle est sérieuse à propos du changement ?» demanda-t-elle catégoriquement. Son silence après la question en disait long. « Je pense, » dit prudemment Ethan, « que Jessica sait qu'Emily vit désormais dans une maison avec un câblage neuf, une isolation sûre, le soutien de la communauté et de l'attention. Je pense qu'elle y voit une opportunité, pas une responsabilité. » Après avoir raccroché, Ethan s'assit seul à sa table de cuisine, entouré des ruines silencieuses de la vie prudente qu'il avait construite. Son emploi était menacé. Sa réputation était remise en question. Sa capacité à aider la famille Matthews était officiellement restreinte. Et pourtant, au milieu de cette crise,
quelque chose d'inattendu se produisait à Pine Creek. La fête du samedi avait déclenché un événement imprévisible. Des voisins qui s'étaient à peine salués coordonnaient désormais les livraisons de repas pour Margaret. Carlos avait fait connaître les infractions au code du comté, et un entrepreneur local avait proposé une main-d'œuvre à prix réduit pour les réparations inachevées. Même Rebecca Williams, autrefois rigide et formelle, semblait s'adoucir. Lors d'une visite de suivi au domicile des Matthews, elle avait passé plus de temps à écouter qu'à écrire. Elle avait visiblement fondu en larmes lorsqu'Emily avait timidement décrit sa « famille d'aidants » grandissante. La transformation s'opérait sur tous les fronts, certains douloureux, d'autres prometteurs. La seule question était de savoir si ces changements surviendraient assez rapidement pour maintenir Emily là où elle devait être. Chapitre 12 – Reconnexion. Le festival d'hiver de l'école élémentaire Pine Creek a transformé le gymnase de l'école en un pays des merveilles de flocons de neige en papier, baigné de douces lumières dorées et de rires d'enfants. Malgré son congé administratif, Ethan avait été discrètement invité à se porter volontaire pour l'événement, une petite mais significative victoire orchestrée par le directeur Howard, qui avait discrètement informé le surintendant qu'interdire à Ethan l'accès à l'école ne ferait qu'attiser les flammes des ragots que Walter avait répandus. Posté à la table de chocolat chaud, Ethan se retrouva à surveiller l'entrée, se demandant si Margaret serait capable d'amener Emily malgré sa mobilité qui se dégradait. Sa réponse est venue lorsque les portes du gymnase se sont ouvertes. Emily entra en sautillant, le visage rayonnant, suivi de Margaret, se déplaçant prudemment avec sa canne. Et derrière eux, à la grande surprise d'Ethan, se trouvait une jeune femme qu'il ne reconnut pas immédiatement. Emily le repéra instantanément, son visage s'illuminant. « Monsieur Parker » cria-t-elle en se faufilant dans la foule. « Je vous ai raté dans le bus. Monsieur Collins ne connaît pas la chanson des bosses. » La jeune femme qui suivait Emily souriait en s'approchant. « Alors, vous êtes le célèbre Monsieur Parker » dit-elle en lui tendant la main. « J'ai tellement entendu parler de vous. » Ethan cligna des yeux, stupéfait. « Lily ? Que fais-tu ici ?» Sa fille, rentrée de l'université. Sans prévenir. Surprise, sourit Lily en le serrant dans ses bras. Grand-mère Matthews m'a appelé. Margaret semblait satisfaite d'elle-même malgré sa douleur évidente. J'espère que ça ne te dérange pas. Emily a trouvé ta photo de famille, et elle a demandé des nouvelles de Lily. De fil en aiguille, elle a trouvé une photo de famille. La simple révélation que Margaret et sa fille avaient échangé dans son dos emplit Ethan d'une chaleur inattendue. Alors qu'il était si concentré à aider la famille Matthews, il semblait aussi veiller sur lui. J'avais quelques jours de vacances de côté, expliqua Lily en s'accroupissant pour aider Emily à attraper les guimauves pour son chocolat, et je voulais rencontrer cette famille spéciale dont papa me parlait. Tout au long de la soirée, Ethan regardait avec étonnement. Lily a tressé les cheveux d'Emily, lui a appris un jeu d'applaudissements idiot et a écouté patiemment pendant que la fillette de 6 ans partageait une explication animée et détaillée de sa collection de trésors. L'aisance qui les unissait au naturel, joyeuse a rapproché quelque chose en Ethan. Passé et présent. Perte et nouveau départ. Au milieu du festival, Rebecca Williams est arrivée. Pas de presse-papier. Pas de barrière formelle. Juste elle-même. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement lorsqu'elle aperçut Lily et Emily en train de rire à une table d'artisanat, en train de glacer des biscuits. « Ta fille » demanda doucement Rebecca en s'approchant d'Ethan. Il hocha la tête, une lueur protectrice palpitant dans sa poitrine. « Elle m'a surpris. Elle est rentrée tôt. » Rebecca étudia la scène pensivement. Emily semble très impressionnée par elle. « Lily a cet effet sur les gens » dit Ethan avec une fierté tranquille. Il se passa quelque chose entre eux à un moment de compréhension tacite. Sans son masque professionnel, Rebecca paraissait plus jeune, plus douce, moins sur des limites rigides qu'elle avait autrefois tracées. L'audience pour la garde est fixée à la semaine prochaine, murmura-t-elle. Jessica et Mike ont terminé 30 jours de leur programme. Ils demandent un droit de visite temporaire. Les mots frappèrent Ethan comme un vent froid. « Tu penses qu'ils sont sincères » demanda-t-il prudemment. Les yeux de Rebecca vacillèrent. « Officieusement ? J'ai déjà vu ce schéma. » Le timing juste après que la communauté se soit mobilisée pour aider Margaret soulève des questions. Avant qu'il puisse répondre, le principal Howard s'approcha, accompagné de nul autre que Walter Dixon. L'air suffisant de Walter s'estompa à la vue de Lily riant avec Emily. « Monsieur Parker » dit la directrice Howard d'une voix solennelle, mais les yeux brillants de satisfaction, «
je crois que Monsieur Dixon a quelque chose à dire. Walter s'éclaircit la gorge, gêné. Il semble qu'il y ait eu des malentendus concernant vos intentions envers la famille Matthews. L'absence d'excuses forcées aurait pu irriter Ethan quelques jours plus tôt. Mais en voyant sa fille montrer à Emily comment découper un flocon de neige en papier, forgeant ainsi des liens solides et irréversibles, il a trouvé cette rancune dénuée de sens. De l'eau a coulé sous les ponts, dit simplement Ethan en se détournant. À la fin de la nuit, alors que Margaret conduisait doucement Emily, endormie, vers la porte, les pièces de quelque chose de plus grand avaient commencé à se mettre en place. Lily avait prévu de rester jusqu'à l'audience. Le directeur Howard avait discrètement dit à Ethan que son congé serait probablement levé d'ici lundi. Et surtout, Emily avait dessiné un nouveau portrait de famille au standard. Celui-ci comprenait Lily, aux côtés d'Ethan, de Margaret et d'elle-même. Tous se tenant la main sous un soleil jaune éclatant. Le dessin était désormais accroché au réfrigérateur de Margaret. Pas un document légal. Pas de sang. Mais quelque chose de bien plus puissant, une famille née d'un choix, d'un engagement, d'un amour qui ne demandait rien en retour. Le palais de justice, décembre. Le palais de justice du comté se dressait sur le ciel pâle de décembre. Ses briques rouges et ses colonnes blanches semblaient immenses, même pour les adultes. Pour Emily, 6 ans, vêtue de sa plus belle robe bleue, les cheveux tressés par Lily, cela aurait tout aussi bien pu être un château. Un endroit où les adultes prenaient d'étranges décisions bien au-delà de sa compréhension. « Est-ce que je vais devoir parler au juge » murmura-t-elle nerveusement à Margaret tandis qu'elle montait les marches de pierre, Emily ralentissant instinctivement pour suivre le rythme laborieux de sa grand-mère. « Seulement si tu le veux, ma chérie » murmura Margaret, bien que l'inquiétude dans son regard trahisse son calme. « Souviens-toi de ce que Madame Rebecca a dit, le juge veut juste ton bien. » Ethan et Lily attendaient déjà aux portes. Ethan, dans son unique costume. Lily, dans une robe modeste qui la faisait paraître bien plus âgée que ses 21 ans. La vue d'eux père et fille debout côte à côte, unis dans un soutien silencieux, fit briller une lueur de gratitude sur le visage tendu de Margaret. À l'intérieur, la salle bourdonnait de conversations murmurées et du bruissement des documents juridiques. Rebecca Williams les rejoignit près de l'entrée du tribunal, son porte-bloc remplacé par un porte-document en cuir. « Ils sont là » dit-elle doucement. Au bout du couloir se tenaient Jessica et Mike Matthews. Tous deux étaient habillés avec soin, Jessica avait les cheveux coiffés, le maquillage discret, Mike portait une chemise impeccable et une cravate. Ils étaient présentables. Élégants. Comme s'ils sortaient tout droit d'un catalogue intitulé « Parents responsables ». Emily les a vus immédiatement. « Maman !»« Papa !» s'écria-t-elle, le visage illuminé. Elle jeta un coup d'œil hésitant à Margaret. « Je peux aller lui dire bonjour ?» La douleur qui traversait le visage de Margaret n'avait rien à voir avec son arthrite. « Bien sûr, ma chérie. » Ils regardèrent tous Emily courir vers ses parents, qui la serraient dans leurs bras de manière exagérée, roucoulant sur combien elle avait grandi. Jessica sortit un bracelet de perles de son sac et le glissa au poignet d'Emily. Le visage de l'enfant rayonna. « Ils ont l'air bien » murmura Lily à côté de son père. « Mieux que ce que tu as décrit. »« C'est ce qui me fait peur » murmura Ethan. « C'est facile d'avoir bonne mine, quand on a quelque chose à prouver. » L'audience a été ouverte par la juge Eleanor Simmons, sévère, méticuleuse, connue pour son approche pragmatique des affaires familiales. La salle d'audience elle-même était plus petite qu'Ethan ne l'avait imaginé. Seulement quelques rangées de bancs en bois. Un banc surélevé où la juge Simmons était assise, le regard perçant, la voix franche. Le dossier a été examiné avec efficacité, l'hospitalisation d'Emily, la santé déclinante de Margaret, le retour soudain de Jessica et Mike, l'intervention de la communauté. L'avocat de Jessica et Mike est passé en premier, les présentant comme des parents repentis. Un programme de réadaptation terminé. Un emploi stable. Un appartement meublé. Jessica a parlé des leçons tirées de ses erreurs passées, de son désir d'être la mère qu'Emily méritait. Quand le tour de Margaret arriva, elle se leva lentement, les mains tremblantes, mais la voix assurée. « Votre honneur, dit-elle doucement, j'aime ma fille et mon gendre. J'ai toujours espéré qu'ils trouveraient la stabilité. Mais Emily ? Emily a besoin de constance. En 6 ans, ils sont partis et revenus 7 fois. À chaque fois, ils lui brisent le cœur à nouveau.
Ces mots restaient suspendus dans l'air comme la douce fermeture d'une porte. Tandis que les témoignages se poursuivaient, Ethan jeta un coup d'œil de l'autre côté de l'allée. Le calme impeccable de Jessica commençait à s'effriter. Son regard se durcit. Ses poings se crispèrent. Et pourtant, quelque part dans cette pièce, une décision attendait d'être prise. Le chapitre suivant était sur le point de commencer. Le directeur Howard a salué chaleureusement les progrès scolaires d'Emily malgré les difficultés, soulignant sa résilience et sa curiosité. Madame Abernathy, de l'église, est même intervenue pour témoigner du réseau de soutien communautaire grandissant qui s'était développé autour de la petite fille. Puis, contre toute attente, le juge Simons a demandé à s'entretenir avec Emily en privé dans son cabinet. Les adultes échangèrent des regards tendus et nerveux tandis que la petite fille se levait, serrant sa figurine de licorne bien-aimée, et suivait l'imposant juge à travers une porte latérale. Les minutes qui suivirent furent tendues par le silence. Puis, rompant le silence, Jessica s'approcha de Margaret pour la première fois ce jour-là. « Tu as monté tout le monde contre nous » siffla-t-elle d'une voix aiguë. « Tu t'es faite la martyre, la grand-mère parfaite. » Margaret rencontra le regard de sa fille avec un calme inébranlable. « Il ne s'agit pas de nous, Jessica. Il s'agit du bien-être d'Emily. Elle appartient à ses vrais parents, » a rétorqué Jessica, son sang-froid soigneusement répété au tribunal s'affaissant encore plus. Pas avec une vieille femme infirme qui peut à peine prendre soin d'elle-même. La cruauté des mots flottait entre eux, crue et crue. Ethan s'avança instinctivement, une colère protectrice illuminant ses yeux, mais avant qu'il puisse parler, la porte des chambres se rouvrit. Emily émergea, serrant toujours sa licorne contre sa poitrine. La juge Simons la suivit, le visage calme mais indéchiffrable, tandis qu'elle regagnait son siège. Un silence haletant s'abattit sur la salle d'audience, chaque personne présente consciente que les mots qui suivraient allaient changer à jamais la vie d'une petite fille. Ajustant ses lunettes, la juge Simons observa les visages tendus devant elle. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était calme, claire et posée. Avant d'annoncer ma décision, a-t-elle commencé, je voudrais aborder un point qui est apparu lors de ma conversation privée avec Emily. Tous les regards se tournèrent vers la petite fille, assise tranquillement à côté de Rebecca Williams, sa licorne posée sur ses genoux. Le visage d'Emily était solennel mais posé, comme si le fardeau qu'elle portait avait enfin été déposé. Emily a partagé quelque chose d'inquiétant, a poursuivi le juge. Elle m'a dit que ses parents lui avaient demandé, et je cite, de dire au juge, on appelle toujours pour envoyer des cadeaux, même quand on est absent. Le juge Simons a laissé les mots en suspens pendant un moment avant de continuer. Quand je lui ai demandé si c'était vrai, elle a discrètement admis que ce n'était pas le cas. Jessica se tortillait visiblement sur son siège, les poings serrés. Mike fixait le sol. De plus, poursuivit la juge Simons, la voix ferme mais désormais teintée d'acier, Emily a révélé que lors de la dernière visite de ses parents, ils ont pris de l'argent dans le pot spécial de sa grand-mère, l'argent mis de côté pour les médicaments de Madame Matthews. Un murmure sourd parcourut la pièce. Margaret ferma les yeux, non pas sous le choc, mais dans un profond chagrin qu'Emily ait porté seule cette vérité, prise entre les loyautés confuses de l'enfance et le poids silencieux de la survie. À la lumière de cela, a conclu le juge, et après avoir examiné tous les témoignages et toutes les preuves, je rejette la demande de rétablissement de la garde. Le soulagement envahit le visage de Margaret, ses épaules tremblant sous le poids de son souffle. Jessica se releva d'un bond, son masque de calme se brisant enfin. C'est ridicule, cracha-t-elle. C'est notre fille. Madame Matthews, a averti le juge d'une voix sèche, comme un coup de marteau, maîtrisez-vous ou vous serez expulsé de cette salle d'audience. Jessica se rassit, furieuse mais silencieuse. Le juge Simons a continué sans interruption. J'accorde la garde continue à Margaret Matthews, à condition que Jessica et Mike Matthews puissent bénéficier de visites supervisées 2 fois par mois, à condition qu'ils aient terminé leur programme de réadaptation complet et qu'ils conservent un emploi stable pendant 6 mois consécutifs. Alors qu'elle énonçait des exigences supplémentaires, cours sur la parentalité, conseils financiers, tests de dépistage de drogue réguliers, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mike, qui avait à peine parlé pendant toute l'audience, se leva lentement. « Votre honneur, dit-il doucement, la voix rauque d'émotion, puis-je parler ?» Recevant un signe de tête, Mike se tourna, non pas vers le juge, mais vers Margaret et Emily. « Je suis désolé, dit-il simplement, la voix brisée. Pour tout. De ne pas être le père qu'Emily mérite. D'avoir pris ton argent, Margaret.
Il hésita, déglutissant difficilement. Jessica et moi, on n'est pas prêtes. On essaie, mais, on n'y est pas encore. Émilie mérite mieux que ce qu'on peut lui offrir maintenant. La crudité de son honnêteté laissa la salle d'audience stupéfaite. Même Jessica le regarda bouche bée, incrédule, sa colère cédant la place à quelque chose qui s'apparentait presque à de la trahison. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle les dents serrées. Mais Mike a continué à s'adresser au juge. « Nous aimerions retirer notre pétition. Margaret est une meilleure mère que nous ne l'avons jamais été. » Émilie à sa place. Jessica sortit en trombe, ses talons frappant le sol comme des coups de feu, mais Mike s'attarda juste assez longtemps pour placer une enveloppe sur la table devant Margaret. « Ce n'est pas tout, » murmura-t-il doucement, mais c'est un début. Les portes de la salle d'audience se sont fermées derrière lui. Soudain, un bruit sec, un petit fracas rompit le silence stupéfait. Émilie s'affala sur le côté de sa chaise, sa figurine de licorne s'écroulant au sol. « Émilie » s'écria Margaret, luttant pour se lever assez vite. Ethan arriva le premier, traversant la pièce en 2 enjambées rapides. Le visage d'Émilie était pâle comme un spectre, sa respiration était saccadée. « Appelez une ambulance » a-t-il crié. Rebecca était déjà au téléphone, la voix tendue par l'urgence. Lily se précipita pour l'aider. Émilie remua brièvement, ses petits doigts serrant faiblement la main d'Ethan. « Je ne me sens pas bien » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « J'ai encore mal au ventre. » Les ambulanciers sont arrivés rapidement, leurs gestes efficaces, leurs paroles concises et pressantes. Tandis qu'ils chargeaient Émilie dans l'ambulance, Margaret peinait à se servir de sa canne, son corps ne voulant pas se déplacer assez vite pour suivre sa petite fille. « Je te conduirai » promit Ethan, la stabilisant tandis que les portes claquaient et que les sirènes hurlaient. Sur le parking du palais de justice, la juge Simons est apparue à côté d'eux, son expression sévère de salle d'audience s'étant adoucie en une véritable inquiétude. « Je vais accélérer l'ordonnance de garde » dit-elle doucement. Il n'y aura plus de questions sur le placement d'Émilie. Mais tandis qu'ils se tenaient là, à regarder les lumières clignotantes disparaître dans la rue, leur victoire juridique semblait dénuée de sens. Ils avaient obtenu la garde, mais l'enfant pour lequel ils se battaient tous était désormais en jeu. La salle d'attente de l'hôpital était remplie de visages familiers où Ethan, Lily, Rebecca, plusieurs membres de l'église tous réunis dans un silence anxieux. Margaret était assise, tremblante, les mains serrées dans un mouchoir usé. « Et si tout ce stress était trop lourd pour elle » murmura Margaret, la voix brisée. « Et si l'infection revenait, pire ? Et si j'obtenais la garde mais que je la perdais quand même ?» Personne n'avait de réponse. Les heures s'étiraient douloureusement tandis qu'ils attendaient des nouvelles. 3 mois plus tard, le centre communautaire de Pine Creek débordait de couleurs et de rires. Des ballons, des banderoles et une bannière peinte à la main ont transformé cet espace modeste en une véritable fête. Célébration du bien-être d'Émilie 3 mois depuis. Emily Matthews se tenait fièrement devant une table d'exposition, les joues roses et les yeux brillants. Elle rayonnait en présentant des dessins, des photographies et des cartes faites main, une histoire visuelle de survie. « Et c'est là que j'ai pu sonner à mon dernier rendez-vous chez le médecin », expliqua-t-elle en montrant une photo. Le médecin a dit que j'étais la patiente la plus courageuse qu'elle ait jamais eue. Le diagnostic avait été effrayant, des lésions intestinales dues à une infection parasitaire, aggravée par une malnutrition chronique. Mais elles étaient traitables. L'effondrement de la salle d'audience avait nécessité une intervention médicale complète, qui aurait pu survenir trop tard autrement. De l'autre côté de la salle, Margaret était assise sur sa nouvelle chaise ergonomique, un cadeau de l'école élémentaire de Pine Creek. Elle utilisait encore une canne, mais son visage ne portait plus les rides profondes d'une douleur constante. Grâce au remboursement de Mike, au don de la communauté et à l'aide de Rebecca, elle avait enfin bénéficié de l'opération articulaire dont elle avait tant besoin. « Je n'arrive toujours pas à croire tout ça », murmura Margaret à Ethan, la voix chargée d'émotion tandis qu'il regardait Emily rire à travers la pièce. « Il y a 6 mois, je pensais que j'allais tout perdre. » Ethan sourit doucement. « C'est drôle comme les choses se passent. » Mais la transformation n'était pas seulement la leur. La communauté tout entière avait changé. Le directeur Howard avait mis en place un programme alimentaire discret, garantissant qu'aucun enfant ne souffre de la faim en silence. Rebecca était devenue une fervente défenseur des aidants de personnes âgées, prônant des politiques privilégiant le soutien plutôt que la séparation. Même Walter Dixon, autrefois cynique, se portait désormais volontaire comme tuteur en lecture,
aidant Émilie à rattraper les cours qu'elle avait manqués. Alors que la célébration bourdonnait autour d'eux, Émilie monta soudainement sur un petit tabouret, tenant un dessin. Le portrait ne montrait pas seulement elle-même et Margaret, mais aussi Ethan, Lily, Rebecca, le directeur Howard, le docteur Johnson et un joyeux cercle de visages souriants. « Ma grand-mère dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant », a déclaré fièrement Émilie. « Je pense que j'ai le meilleur village du monde. » Les applaudissements qui ont suivi ont été tonitruants. Son regard croisa celui d'Ethan, de l'autre côté de la pièce. Avec une clarté parfaite et éclatante, elle ajouta doucement. Il a dit, tout le monde le fait. Mais maintenant, tout le monde me voit. Les mots, autrefois murmurés dans la confusion et la peur dans le bus scolaire, s'étaient transformés. Ce qui était autrefois un symbole de négligence était devenu un témoignage de reconnaissance et d'attention sincère. Plus tard, alors qu'elle se tenait côte à côte et regardait Émilie jouer, Margaret parla à nouveau, d'une voix douce. « Quand vous avez arrêté ce bus et appelé le 911, a-t-elle dit, j'ai pensé que c'était le début de la fin. » Ethan hocha la tête. « Au contraire, murmura-t-il, c'était le début de quelque chose de complètement différent. Une famille, termina Margaret. Pas une définition du sang. Mais du choix. Un choix qu'ils ont tous fait, chaque jour, ensemble. Et sous la douce lueur des rires de la communauté et du rire éclatant d'une petite fille, cette vérité s'est installée sur eux tous comme une bénédiction silencieuse. Ils étaient enfin une famille.